Dans le Jules César de Mankiewicz, tous les personnages ont une frange de cheveux sur le front. Les uns l'ont frisé, d'autres filiformes, d'autres huppés, d'autres huilés. Tous l'ont bien peigné et les chauves ne sont pas admis, bien que l'histoire romaine en ait fourni un bon nombre. Qu'est-ce donc qui est attaché à ces franges obstinées? Tout simplement l'affiche de la romanité. On voit donc opérer ici à découvert le ressort capital du spectacle qui est le signe. La mèche frontale inonde d'évidence. Nul ne peut douter d'être à Rome. Et cette certitude est continue. Les acteurs parlent, agissent, se torturent, débattent des questions universelles, sans rien perdre, grâce à ce petit drapeau étendu sur le front, de leur vraisemblance historique. Leur généralité peut même s'enfler en toute sécurité, traverser l'océan et les siècles, rejoindre la binette yankee des figurants d'Hollywood, peu importe, tout le monde est rassuré, installé dans la tranquille certitude d'un univers sans duplicité, où les Romains sont romains par le plus lisible des signes, le cheveu sur le front. Un Français aux yeux de qui les visages américains gardent encore quelque chose d'exotique, juge comique le mélange de ces morphologies de gangsters shérifs et de la petite frange romaine. C'est que, pour nous, le signe fonctionne avec excès. Il se discrédite en laissant apparaître sa finalité. Mais cette même frange amenée sur le seul front naturellement latin du film, celui de Marlon Brando, nous en impose sans nous faire rire. Et il n'est pas exclu qu'une part du succès européen de cet acteur soit due à l'intégration parfaite de la capillarité romaine dans la morphologie générale du personnage. À l'opposé, Jules César est incroyable. Avec sa bouille d'avocat anglo-saxon déjà rodé par 1000 seconds rôles policiers ou comiques, lui dont le crâne bonasse est péniblement ratissé par une mèche de coiffeur. Autre signe de ce Jules César, tous les visages suent sans discontinuer. Hommes du peuple, soldats, conspirateurs, tous baignent leurs traits austères et crispés dans un sointement abondant de vaseline. Et les gros plans sont si fréquents que de toute évidence, la sueur est ici un attribut intentionnel. Comme la frange romaine ou la natte nocturne, la sueur est, elle aussi, un signe. De quoi? De la moralité. Tout le monde sue parce que tout le monde débat quelque chose en lui-même. Nous sommes censés être ici dans le lieu d'une vertu qui se travaille horriblement, c'est-à-dire dans le lieu même de la tragédie. Et c'est la sueur qui a charge d'en rendre compte. Le peuple, traumatisé par la mort de César, puis par les arguments de Marc-Antoine, le peuple sue, combinant économiquement dans ce seul signe l'intensité de son émotion et le caractère frustre de sa condition. Et les hommes vertueux, Brutus, Cassius, Casca, ne cessent eux aussi de transpirer, témoignant par là de l'énorme travail physiologique qu'opère en eux la vertu qui va accoucher d'un crime. Suer, c'est penser, ce qui repose évidemment sur le postulat, bien propre à un peuple d'hommes d'affaires, que penser est une opération violente, cataclysmique, dont la sueur est le moindre signe. Dans tout le film, un seul homme ne sue pas, reste glabre, mou, étanche. César. Évidemment, César, objet du crime, reste sec, car lui, il ne sait pas, il ne pense pas. Il doit garder le grain net, solitaire et poli, d'une pièce à conviction. Ici encore, le signe est ambigu. Il reste à la surface, mais ne renonce pas pour autant à se faire passer pour une profondeur. Il veut faire comprendre, ce qui est louable, mais se donne en même temps pour spontané, ce qui est triché. Il se déclare à la fois intentionnel et irrépressible, artificiel et naturel, produit et trouvé. Ceci peut nous introduire à une morale du signe. Le signe ne devrait se donner que sous deux formes extrêmes, ou franchement intellectuel, réduit par sa distance à une algèbre, comme dans le théâtre chinois, où un drapeau signifie totalement un régiment, ou profondément enraciné, inventé, en quelque sorte à chaque fois, livrant une face interne et secrète, signal d'un moment et non plus d'un concept. Mais le signe intermédiaire, la frange de la romanité ou la transpiration de la pensée, dénonce un spectacle dégradé, qui craint autant la vérité naïve que l'artifice total. Car s'il est heureux qu'un spectacle soit fait pour rendre le monde plus clair, il y a une duplicité coupable à confondre le signe et le signifié. Et c'est une duplicité propre au spectacle bourgeois. Entre le signe intellectuel et le signe viscéral, cet art dispose hypocritement d'un signe bâtard, à la fois elliptique et prétentieux, qu'il baptise du nom pompeux de naturel.